Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le Cameroun qui a fait très fort avec l'organisation de ce CHAN. Pas d'incident majeur pour le moment. Je vous rappelle bien que 4 stades ont été choisis pour l'organisation de la manifestation. Japoma, le stade Amadou Ahidjo, il y a celui de Limbe et le stade de la Réunification. En images, nous allons tout de suite voir le sommaire de cette émission. D'abord, nous reviendrons sur les demi-finales de ce CHAN. Y a-t-il surprise ou non? Réponse dans quelques instants. Je vous rappelle qu'il y avait Mali contre la Guinée. Deuxième grand titre, eh bien, nous présenterons le match de la 3e place avec Cameroun qui affronte Guinée justement ce soir. Le Cameroun qui voudrait terminer sur le podium. Vous voyez les préparatifs avant donc cette finale des perdants, comme on dit souvent. Notre invité Karim Baldé, grand spécialiste du foot africain, mais aussi du foot mondial, journaliste franco-guinéen. Karim, bonjour. Bonjour José. Karim, vous n'êtes pas trop déçu après cette défaite de la Guinée? Il faudrait que les Guinéens, le Sili national, se rachètent ce soir, mais les Camerounais aussi veulent monter sur le podium. Hein. C'est vrai, un peu déçu quand même parce que la Guinée était en demi-finale et malheureusement, il y a toujours ce petit truc qui fait qu'on n'arrive pas à basculer du bon côté pour aller en finale. Et on l'a vu encore avec cette séance de tir au but qui a été fatale, comme lorsque la Guinée a accédé aux demi-finales il y a quelques années. Le jeune qui a raté ce pénalty, vous avez des nouvelles? Moralement, il va bien? Moulaye Sylla s'est exprimé après la rencontre en zone mixte et il a indiqué qu'en fait, il voulait plus lever le ballon. Et comme il n'a pas réussi et que Djigui Diarra, le gardien malien, qui est également le gardien des A d'ailleurs de la sélection des Aigles, a plongé du bon côté, et ben malheureusement ça lui a été fatal. Et c'est terrible parce que ça a été le meilleur joueur du tournoi, plusieurs fois élu MVP, comme on dirait aux États-Unis, des rencontres, notamment lors du premier tour. Et là, il a fallu que ce soit lui qui le rate. Et en plus, c'est le seul à avoir échoué dans cette séance de tir au but. Donc c'est dommage pour lui, mais bon, après on espère qu'il va se relever psychologiquement déjà en vue de cette petite finale. Il faut dire aussi, hein, c'est l'impression que j'ai, le but est vraiment près du joueur du point de pénalty. Il faut être vraiment très très bon, il faut maîtriser son ballon, il faut aussi s'y préparer pour les pénaltys. Les pénaltys, c'est deux choses. Il y a à la fois le côté footballistique, c'est-à-dire de bien tirer, hein, ça peut paraître bête à dire, mais ça il faut... Tout le monde n'est pas Neymar. Tout le monde n'est pas Neymar et surtout il faut bien choisir son côté en avance, bien être déterminé, avoir le geste sûr parce que c'est un geste direct de tirer dans le ballon et il ne faut pas penser à autre chose. Ça c'est l'autre aspect, c'est l'aspect psychologique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas cogiter, il ne faut pas se laisser déstabiliser et il ne faut pas se laisser trop submergé par l'émotion du moment et par le côté prégnant justement de cette pression au moment des tirs au but, surtout lorsqu'on arrive dans les phases finales. Voilà, spécial ou émission spéciale penalty, allez-vous nous dire, mais il fallait quand même y revenir parce que nous sommes spécialistes et Karim en sait quelque chose et puis les journalistes guinéens, franco-guinéens également. Mais commençons cette émission par l'organisation qui est faite autour de cette compétition, le travail des volontaires pendant ce CHAN, reportage d'André Mirabeau. Il est presque minuit à Japoma. Dans la salle de conférence du stade, Yvan Zwango et une trentaine de volontaires participent au briefing de fin de journée. Le jeune homme tombe de fatigue. La journée a vraiment été difficile parce que je suis là depuis 11h du matin et il est pratiquement 23h moins 15 à ma montre. Il faudra maintenant que je cherche à rentrer à la maison, ce qui ne sera pas évident. Parce que trouver un taxi ou une moto pour me raccourcir le chemin, ça ne serait pas facile. Le bout d'un quotidien de travail, l'étudiant en communication, négociation et vente arrive à la salle de presse du stade le matin. Il oriente, renseigne, vérifie, enregistre, bref, multiplie les allers et retours pour faciliter le travail des hommes de médias. Ici, c'est mon lieu de travail qui est la salle de conférence de presse. Chaque matin, quand je viens, je fais d'abord un tour au Media Center. Une fois que j'ai salué tous mes collègues, je me dirige vers ici. Nous avons 2 conférences de presse, une avant le match, une après le match. Celle d'avant-match, tous les journalistes ont droit d'assister sans problème. Mais après match, ils sont obligés de présenter des passes de cette couleur.
Comme Yvan Aristide, 1000 volontaires sont retenus pour le double site de Douala lors de ce championnat d'Afrique des Nations 2020. Entre les salles de conférence, les zones mixtes, les gradins, les guichets, les entrées, les hôtels, les stades d'entraînement, on les retrouve presque partout. Une main-d'œuvre quasi incontournable. Un volontaire, comme son nom l'indique, ce n'est pas un obligé. Donc ce n'est pas contractuel. S'il y a un contrat, il est moral, il n'est pas un contrat synalagmatique de droits et d'obligations. Moi, je pense que les jeunes font leur travail, ils apprennent. Et vous savez, c'est une grande répétition que nous faisons avant le grand match de la CAN. Mon plus bon moment, c'est quand je me retrouve avec des journalistes que je voyais à la télé. Maintenant, je vois, nous sommes en contact direct. Du genre blague, on sympathise. Yvan Aristide Zouango quitte le stade de Japoma peu après minuit avec le sentiment d'une mission accomplie. Autre sujet, il s'agit d'un focus sur l'entraîneur du Congo, un ancien joueur de talent au nom de Jean Balekita que nous présente Séverin Douqueux. Durant sa carrière footballistique, il a été connu en République du Congo sous l'appellation de Clé CC, c'est-à-dire le joueur au dribble facile. Jean-Bertrand Balekita est un ancien milieu de terrain et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 1972 au Cameroun. Ce vétéran de 73 ans a commencé sa carrière en 1962 avant de ranger ses crampons en 1984. Aujourd'hui, il partage sa graine de champion avec les poulains de Barthélemy Ngatono engagés pour ce championnat d'Afrique des Nations. Un retour en terre camerounaise qui a réveillé de glorieux souvenirs. Gagner ici à Yaoundé, la Coupe des Nations, ça nous va droit au cœur et ça ne se gagne pas tous les jours. Et aujourd'hui, nous avons tous abandonné, nous sommes tous des retraités, puis voilà, nous venons avec joie venir revoir le stade qui nous a permis de remporter cette coupe. Pour ce coaching particulier des Diables Rouges, Jean-Bertrand Balekita est accompagné des légendes que sont Gabriel Denkaki, Augustin Touli et Jonas Baramboula Bemba, tous champions de 1972. Claire Sissi a fait ses preuves dans les clubs internationaux tels que l'Ajaccio, Toulon ou encore Montpellier. Un héritage qu'il souhaite léguer à la jeune génération qui l'encourage à l'audace et à la détermination. Vous voyez, c'est juste un encadrement, nous venons apporter un encadrement. La possibilité de porter notre expérience à ces jeunes qui attendent beaucoup de choses de nous. La preuve, vous m'avez vu, je suis resté avec quelques joueurs, je me suis amusé un peu avec quelques joueurs. C'est juste pour créer de l'ambiance, créer la motivation et sur le reste afin qu'ils soient prêts pour gagner leur compétition, leur match l'après-demain. Alors que le Congo s'apprête à disputer les quarts de finale de cette compétition, Jean-Bertrand Balekita serein rêve d'un parcours couronné de succès pour la nouvelle génération de footballeurs congolais. Sur cette même pelouse du stade Omnisport de Yaoundé, l'ancienne gloire qui avait disputé et remporté son unique CAN en 1972 face au Mali en s'imposant 3-2, rêve que la génération actuelle réécrive en lettres d'or l'histoire du football congolais en soulevant le trophée au soir du 7 février 2021. Le Congo-Brazzaville qui a été éliminé de ce CHAN. Karim, vous voulez intervenir sur les deux sujets que nous avons vus? Oui, notamment sur les volontaires et leur place centrale dans l'organisation. Ils sont omniprésents, ils ont de longues journées comme on l'a bien vu dans ce reportage. Et moi j'ai le souvenir de la CAN en Égypte en 2019 où ils étaient toujours là, c'est vrai, pour les journalistes. Très sympa, ils sont jeunes, ils sont contents de voir des journalistes et ils le disaient justement, même moi ça m'est arrivé d'être en contact avec certains après la CAN en Égypte. En plus ils ont parfois le sale boulot à faire, c'est-à-dire que quand il y a des problèmes d'organisation, et ça arrive parfois trop souvent au niveau des médias, la multiplication des passes, la passe pour la conférence de presse, le passe pour la zone mixte, bref c'est assez complexe et ça peut engendrer de l'énervement, on avait beaucoup vu ça avec des journalistes très énervés par moments en Égypte, et ben eux ils sont un peu au milieu de tout ça et c'est pas de leur faute, mais voilà ils doivent subir parfois les foudres de personnes, de journalistes et parfois des gens de l'organisation énervés. Donc il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup d'autocontrôle, de self-control, comme on dirait en anglais, pour gérer tout ça d'une main de maître. Merci Karim.
Retour maintenant sur les demi-finales de ce CHAN et nous démarrons avec le premier match qui opposait le Mali à la Guinée. Reportage avec notre équipe sur place. Un derby ouest-africain en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations, âprement disputé jusqu'à la fatidique séance des tirs au but. Le Mali croisait son voisin la Guinée le 3 février au stade de Japoma à Douala pour une place en finale de la compétition. Comme en quart de finale face à la République du Congo, c'est après 120 minutes de jeu et une insupportable séance de tir au but que les aigles locaux viennent à bout du Sili national, 5-4. On avait peur pour le match de ce soir parce qu'on s'était dit que ça allait être difficile en seconde mi-temps, mais ça a été le contraire. Je pense qu'en seconde mi-temps, qu'on a un peu monté en puissance, donc l'équipe a commencé à retrouver ses repères. Première mi-temps très difficile, très difficile, où par moment on a suivi le jeu de la Guinée. Mais en seconde mi-temps, je pense que l'équipe a commencé à se retrouver. Mais en ce qui concerne la finale, c'est là aussi, c'est un autre match. Et je l'ai tout le temps dit, je ne viens pas en favori. Voilà, et on est là tranquillement, on va essayer de préparer les matchs un à un. C'est pourtant bien les Guinéens qui lancent les hostilités dès le coup d'envoi de la rencontre. Premier sur tous les ballons. Le Sili national va inscrire un but à la 27e minute. Mais après consultation de la VAR, l'attaquant Yacouba Nianyabari était en position de hors-jeu, un soulagement pour les Maliens. Je l'ai signalé un peu plus haut. Sincèrement, hier, on n'a pas pu bien se reposer, bien récupérer. Et ça s'est senti dans le match, ça s'est senti. Mais je crois, ces garçons sont à féliciter, encourager. Et après, c'est un rêve qui s'est arrêté parce que, sincèrement, on voulait, pour une première fois, jouer une finale depuis 1976. La Guinée n'a pas joué de finale en catégorie supérieure. Les aigles locaux filent pour leur deuxième finale de l'histoire dans cette compétition, après celle de 2016 au Rwanda. Les hommes de Noum Dissama-Kédiane joueront la finale le 7 février à Yaoundé face au champion en titre le Maroc, tombeur du Cameroun à Limbé. Karim, avec du recul, comment analysez-vous cette sortie de la Guinée? On y croyait justement, parce que les Maliens, en interne, pour leur championnat, ils ont des difficultés. Oui. Le championnat est arrêté, alors que la Guinée, ça fonctionne. Ça fonctionne, disons que le championnat se poursuit. on va le dire comme ça. Mais non, mais c'est vrai que la Guinée a quand même son championnat, contrairement au Mali qui a connu de nombreuses difficultés, notamment avec les comités de normalisation, avec tout le bazar à la FEMAFoot. Il y a de cela depuis quelques mois, même un peu plus maintenant. Pour revenir sur ta question sur la Guinée, ce qui n'a pas marché, c'est l'efficacité. Première période, la Guinée a été supérieure. Il y a eu ce but refusé justement parce que la position d'hors-jeu, elle était là quand même malheureusement pour Nianyabari, parce que c'est un très beau but. Mais ensuite, la Guinée a eu du mal à garder le rythme en seconde période notamment, et puis lors des prolongations également. Donc on sentait que la Guinée, si elle voulait gagner ce match, il fallait le faire dans le temps réglementaire, parce que psychologiquement, malheureusement, dans la séance de tir au but, ça nous est défavorable. Et le Mali, qui avait remporté sa séance de tir au but au tour précédent contre le Congo, on a parlé du Congo tout à l'heure, eux, ils avaient un avantage psychologique quand même. Ils avaient un avantage par rapport à ça, donc il ne fallait pas que la Guinée aille à cette séance de tir au but. Malheureusement, il y a eu ce 0-0 et au final, voilà, il a suffi d'un échec pour que la Guinée sorte encore à ce stade de la compétition. Et des illusions pour les fans des Lions A', qui attendaient un meilleur résultat pour leur dernier match, ou qui attendent un bon résultat pour leur dernier match, c'est ce samedi. Justement, André Fidel et Joël Ballot nous parlent justement de cette désillusion des Lions A'. Douche froide pour les fans des Lions A'. Arrivés pour la première fois à cette phase de la compétition, les supporters des Lions Espoirs rêvaient mieux. Leur joie stoppée net par ce match qui opposait le Cameroun au Maroc en cette demi-finale du CHAN. Pour certains, le niveau de jeu était trop élevé pour les joueurs de Martin Tungu-Pili, sélectionneur de cette équipe A'. Les Lions n'ont pas brillé par leur engagement. Je crois que le vrai problème est au niveau du jeu collectif.
on ne voit pas le beau jeu qui a été développé lors de la rencontre contre le Congo par exemple. La défense marocaine joue très haut. C'est la preuve qu'en fait les Camerounais n'arrivent pas à construire le jeu aux sorties du milieu de terrain. Ils n'arrivent pas à peser sur les Marocains. Vraiment là c'est mort. Dans la configuration actuelle, ils ne peuvent pas revenir au score. Nos joueurs ne sont pas à la hauteur. Nous n'aurons pas les yeux. Le Maroc est très avancé en termes de matière de football. Ils ont un championnat. Nous n'avons pas de championnat. Et les deux, moi je pense plutôt que là où nous sommes actuellement là, on essaie de comprendre que nous n'avons pas le niveau du match. Et malgré une défaite qui ne faisait plus l'ombre d'un doute pour les A-primes camerounais, la confiance n'a pas quitté certains supporters passionnés. Au moment où vous me parlez là, on est à la deuxième mi-temps. Je ne m'avoue pas vaincu. Je connais le Cameroun. Le Cameroun c'est un pays de football. On ne peut pas dire que nous avons perdu. On n'a pas encore perdu du tout. Mais déjà je suis fier du parcours des Lions indomptables là. Parce que normalement, il faut le dire, pour un pays qui n'a pas de championnat depuis 8 mois, ce que ses enfants ont fait, c'est formidable. Avant de sortir de la peau de supporters, certains peuvent se permettre un selfie pour la route, sans doute le dernier dans cette fan zone. Et justement, il semblerait qu'il y ait des déceptions du côté de 2 joueurs camerounais, notamment Jacques Zoua, 29 ans, qui a joué qu'un seul match contre le Zimbabwe, et ensuite il a été oublié. Et puis nous apprenons bien que Yannick Jang a été exclu par la Fédération camerounaise de football pour des raisons d'indiscipline caractérisées. Nous allons voir le tableau avec une analyse de notre confrère Karim, le tableau avec les résultats des demi-finales. Je vous rappelle bien que le Mali a gagné la Guinée. Je vous laisse commenter, Karim, justement. Mali qui bat Guinée. Oui, et puis cette défaite, cette humiliation quand même du Cameroun, il faut bien le dire, hein, face au Maroc, de perdre 4-0 à la maison dans sa compétition, ça fait pas bon ménage. Et le Cameroun a pêché parce que la moindre erreur défensive a été punie. Et c'est ce qui arrive quand on a une équipe très clinique comme le Maroc, qui certes au premier tour de cette compétition était un peu comme ci comme ça, mais depuis les quarts de finale, on l'a vu lors du quart contre la Zambie, c'est devenu un rouleau compresseur. Certes, Ayoub El Kaabi, qui était l'homme majeur du titre il y a 3 ans, est en manque de réussite, mais il y a Soufiane Raimi qui est le meilleur joueur de la compétition et qui sera sans doute le meilleur buteur à la fin de cette compétition. Et nous voyons justement, Karim, les finales, notamment, finale des perdants, avec le tableau qui va suivre, finale des perdants, donc aujourd'hui, avec l'équipe de la Guinée face au Cameroun, et puis demain, dimanche, ou ce dimanche 7, Mali contre le Maroc pour la grande finale. Karim, le classement des buteurs, est-ce que vous êtes surpris? Tiens, on va regarder ça ensemble. Ouais, je suis allé un peu plus vite que la musique là. Avec le Marocain qui n'arrête pas de surprendre avec 5 buts. Justement, Soufiane Raimi, pensez qu'il va voyager, il va rester au Maroc ou il partira? On verra. On verra, et je reste mesuré quand on voit l'exemple d'Ayoub El Kaabi, justement, qui est le capitaine de cette équipe dont je parlais tout à l'heure, qui était à la Renaissance sportive de Berkane, vainqueur du Tchad en 2018, qui est parti dans les Émirats. Ça n'a pas bien marché et finalement il est revenu au pays. Donc à voir si Raimi arrive à percer en Europe. Il est dans un très bon club, hein, le Raja. Actuellement, Raja Casablanca, un très bon club à l'échelle africaine. Est-ce qu'il va franchir le pas? On verra. Et ce sera un marqueur quand même de voir les joueurs majeurs du Tchad. On parlait de Morlaï Sylla aussi tout à l'heure. Des joueurs qui se révèlent au Tchad. Vont-ils passer le cap et aller ensuite être repérés par des clubs européens? On verra dans les mois à venir. Surtout que l'avantage de ces joueurs-là, c'est qu'ils vont coûter moins cher. Et vu la crise économique, vu la crise sanitaire, et ben finalement, ce seront peut-être des valeurs refuges pour des clubs, notamment en France, en Espagne, des clubs moyens qui chercheront à se renforcer à moindre coût. Merci Karim. Maintenant, présentation du match de ce samedi 6 février pour la 3e place, Cameroun-Guinée. Mais attention au Sili national qui ne compte pas rentrer bredouille à Conakry. Voyons ce reportage de Séverin Douqueux. Le lot de consolation, à défaut d'une première couronne continentale, les Lions à prime vont se contenter de la petite finale, un duel face au Sili local. Ce match, on va tout donner. On va tout donner, vous savez qu'il y a une 3e place. Et il faut vraiment l'arracher. On va rentrer à la maison, essayer de corriger ce qui n'a pas donné aujourd'hui et avoir quelque chose de meilleur samedi.
Après Fandena, Japoma et Limbe, Tungu Pile et sa troupe seront à Bepanda ce samedi pour l'apothéose d'une aventure pleine de rebondissements. On le prépare en se disant qu'on ne nous attendait pas en demi-finale et que la fête doit être belle à Douala, surtout que Douala a porté chance au Lion A', en référence à ce match face à la RDC. Je pense qu'ils ont tout à gagner dans cette rencontre face à la Guinée. Maintenant, c'est une Guinée peut-être revancharde. La Guinée, stoppée par les aigles locaux en demi-finale après tir au but, semble ne rien avoir à perdre dans cet ultime match. Depuis le début de la compétition, ça a toujours été des challenges. Voilà, être qualifié pour le second tour, se qualifier pour les demi, pour se qualifier pour la finale. Tous les matchs sont des challenges. Aujourd'hui, c'est la 3e place. Contre la Guinée, ça ne va pas être facile, mais on va tout donner. On doit sauver l'honneur de la nation. On doit au moins être 3e. Je pense qu'avec l'aide de Dieu et la concentration, on va y arriver. Comme en 1972, le Cameroun ne jouera pas la finale à domicile, mais comme il y a 49 ans, le pays hôte doit au moins finir sur le podium, le moindre mal. Deux informations, pour la finale, si le Maroc l'emporte, les joueurs devraient toucher 10 200 000 dirhams en cas de victoire face au Mali. Et puis nous apprenons ce matin, bien que le mouvement indépendantiste du Polisario, et là nous parlons de handball, n'approuve pas la décision du Maroc d'organiser la 25e édition du championnat d'Afrique des Nations hommes de handball à l'Aoun. Donc information sur laquelle nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous regardons pour la dernière fois le tableau avec les finales des perdants ce samedi. Et Karim, je vous ai vu en train de trembler lorsque le reportage passé à l'instant était diffusé. Les Camerounais qui sont déterminés, Karim. Ah oui, on a entendu Aurélien Etami à l'instant. C'est sûr que là, ils doivent sauver l'honneur. Ils doivent laver l'affront déjà pour commencer de cette élimination. Mais la Guinée n'a pas dit son dernier mot non plus. Hein. Non, la Guinée sera là. Et moi, je pense que la Guinée, vu les demi-finales qu'on a vues, la Guinée est dans de meilleures dispositions psychologiques que le Cameroun pour aller chercher cette 3e place. Parce qu'il y a moins de pression. La Guinée a été en demi-finale, c'est déjà un bon parcours. Dommage pour la séance de tirs au but. Mais la Guinée n'a pas cette pression qu'a le Cameroun. Le Cameroun doit sauver l'honneur. On connaît la fierté des Camerounais. Et de repartir de là avec 2 défaites à la fin, dont une humiliation et une défaite contre la Guinée, qui, sur le papier, en termes de prestige, est moins importante que le Cameroun, qui fait partie des nations majeures du football africain, ça ferait des ordres. Mais en même temps, du désordre, il y en a beaucoup. Ils ont parlé dans le reportage du championnat interrompu depuis des mois. On peut parler de ce qui se passe à la fédération camerounaise. Bref, à un moment donné, il va falloir qu'ils se posent de bonnes questions. Et le Cameroun aura 1 an pour se poser les bonnes questions avant la Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. Merci pour cette analyse. Karim, nous rappelons, finale des perdants, ce samedi 6 à 19h, stade de la réunification à Douala, entre Guinée et Cameroun. Et ce dimanche, grande finale, donc ce 7 février, 19h à Yaoundé. Il y aura du monde, sans doute, dans les rues de la capitale camerounaise, entre Mali et Maroc. Merci encore une fois à Karim. Merci pour votre attention. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une nouvelle édition de ce CHAN 2021.